Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de janvier. Et ça a été un mois extrêmement, comment dire, productif, si on peut dire ça comme ça. Parce que j'ai lu, alors là, il en manque un, mais j'ai lu 6 romans. Ce qui est quand même énorme, parce que à la base, mon objectif était d'en lire 3, donc j'ai fait le double. Mais je pense que ce qui m'a énormément motivée, c'est le challenge Velaris, qui est organisé par les Instants Livresques et Audrey Books parce que c'est déjà mon premier challenge de toute ma vie auquel je participe et parce que il faut lire, c'est ça le challenge, lire le plus possible et je pense que ça m'a mis inconsciemment une pression à lire beaucoup et donc j'ai lu 6 romans quoi. Alors après comme vous le voyez, c'est pas des briques hein. Ça fait en moyenne, ils font tous plus ou moins en moyenne 200 ou 250 pages quoi. Donc on va commencer sans plus tarder, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je vais essayer de faire rapide mais en même temps 6 romans enfin je veux dire, je suis obligée d'en vous en parler un minimum sinon ça sert à rien de faire un bilan de lecture donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner au montage. Mais donc le premier que j'ai lu s'intitule La Casquette et c'est écrit par Peter Anzaberg, j'espère que je le prononce bien. Et donc c'est un roman auto-édité que j'avais reçu en service de presse il y a de cela quelques mois, mais avec l'auteur on s'était mis d'accord sur les délais, quand est-ce que j'allais le lire, etc. Et donc La Casquette en fait, comme vous pouvez un peu le voir à ce signe-là, ça raconte l'histoire d'une famille. Et comment vous dire ça? En fait, on a Auguste, qui est le grand-père, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui là fête ses 90 ans avec donc toute la famille. Sauf que ce jour-là, il va y avoir justement une casquette nazie, qui va surgir et qui va forcément poser plein de questions parce qu'on va se dire mais pourquoi il y a une casquette nazie chez Auguste? Auguste n'était pas pourtant un nazi, ou en tout cas on ne pense pas que c'était un vendu hein, qui collaborait avec eux. Enfin, donc très étrange, beaucoup de questions qui se posent et donc forcément des secrets de famille vont être révélés. Et donc en fait on a un style un peu particulier, c'est-à-dire que quand on est donc au présent, ça va être présenté sous une forme de pièce de théâtre. Donc je vous montre très rapidement, hein, mais voilà, c'est-à-dire que vous avez le prénom de la personne, 2 points, et ce que la personne dit, etc., etc. Quand voilà, en gros, c'est plus de la narration, on va avoir les didascalies. Donc ça c'est pour le présent. Quand on est dans le passé, on est dans de la narration normale, comme un roman, quoi, tout simplement. Et donc on va jongler entre présent et passé. Alors pour vous rassurer, c'est pas un mélange comme ça bizarre. C'est un chapitre, par exemple, égale le présent, donc pièce de théâtre. Un autre chapitre égale passé, donc narration, et ainsi de suite. Et donc, grâce au flashback, on va apprendre ce qui s'est passé pour Auguste et ses amis qui sont également présents à son anniversaire. Ensuite, voilà, les échanges et les révélations dans le moment présent. Enfin, voilà, tout ça, c'est le passé, le présent, on s'entrelace pour reconstituer en fait l'histoire de cette famille. Et honnêtement, j'ai bien aimé, même si j'ai eu beaucoup de mal avec le présent à cause de certains personnages que je n'ai pas du tout aimés, notamment les fils Étienne et surtout en fait François, mais plus pour des raisons un peu personnelles, donc c'est très subjectif au final, je vais pas rentrer dans les détails, mais il me faisait penser à certaines personnes et forcément, ça me suscitait des émotions très négatives chez moi, on va dire. Euh, mais voilà, c'est juste pour ça en fait que j'ai pas vraiment aimé les moments dans le présent parce que j'aimais pas leur comportement, j'aimais pas leurs réactions parfois que je comprenais pas ou que je trouvais irrationnelles, exagérées. Mais j'ai adoré le passé où voilà, on découvre en fait les destins parfois tragiques ou non, hein, ou au contraire glorieux de certaines figures de la Seconde Guerre mondiale. Car il y a en fait des faits réels dans le roman qui sont disséminés, c'est-à-dire que l'auteur a pioché et a pris en fait certains événements ou certains personnages historiques qui ont réellement existé. Et disons qu'il a un peu mélangé. Donc en fait, on a à la fois de la fiction, mais en même temps des faits historiques. Et donc parfois, ça nous donne même envie de rechercher, de se dire, mais est-ce que donc ça a réellement existé? Est-ce que ça a réellement eu lieu? Et il y a des choses qui clairement, oui, sont arrivées. Donc j'aime bien ce côté-là, un peu en même temps instructif sur l'histoire. Et aussi voilà sur ces problématiques, ces déchirements familiaux par rapport à malheureusement ce qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, certaines actions qui ne sont pas décidées, qui ne sont pas choisies, mais plutôt subies en réalité. Enfin, vraiment, c'était une très bonne lecture, je vous recommande de le lire. On continue avec un autre service de presse que j'ai reçu. Je ne l'ai pas sur moi là, donc je vous mets juste ici une image, mais il s'agit des Féeries des Chats de Cindy Van Wilder Zanetti aux éditions Scrinéo, qui est pour moi de la fantaisie pour adolescents.
En tout cas, plutôt un roman jeunesse qu'un roman young adulte. L'héroïne se nomme Arasia et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une arcane et les arcanes, malheureusement, sont assouvis, ils sont soumis au peuple des Écharis suite à une guerre qui les a opposés, tout simplement. Les Écharis ont remporté la bataille, la Grande Guerre. Et donc Arasia était séparée de sa sœur puisqu'elle avait une sœur et elle s'est retrouvée en fait dans un cirque puisque beaucoup d'arcanes finissent dans des cirques parfois où ils travaillent toute leur vie pour rembourser une pseudo-dette qui en réalité est astronomique et en fait c'est impossible de la rembourser quoi. Dans ce cirque elle va rencontrer des personnes qui vont devenir ses amis très proches, Théo, Ernst et j'ai oublié son nom mais c'est justement un personnage non binaire et c'est ça aussi la particularité du roman, je vous en parlerai après. Mais ils ont tous les quatre pour but de s'évader et de trouver une certaine liberté parce que bon, même s'ils s'évadent, ce seront clairement des clandestins, mais en tout cas, ils veulent vraiment s'échapper et être libres, quoi. Ils vont mettre en place un plan, sauf que bizarrement, quelqu'un les balance. Et donc, ils vont se retrouver plongés dans le fameux tournoi des féeries des Shades, dans lequel ils vont devoir techniquement s'affronter pour tout simplement survivre déjà, et puis surtout le vainqueur gagne à la fin la liberté. Sauf que eux, dès le départ, se disent non, non, on n'y croit pas du tout à ça, ça a l'air plus compliqué que ça, et donc ils vont eux-mêmes essayer en fait d'échapper au tournoi. J'en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire, mais mon avis directement, j'ai pas trop aimé. Dans le sens où je pense que c'est beaucoup plus adapté vraiment à un public jeune qu'à un public d'adultes. Parce que quand on est adulte, on a, comment dire, on remarque plus facilement certaines incohérences, par exemple, ou on peut plus facilement deviner les scénarios selon le type d'histoire que c'est. Et puis, disons qu'il y a des choses parfois où, bon, on n'a pas la même sensibilité qu'un enfant, par exemple. Et il y a des choses, bon, par exemple, le scénario, dès le prologue, je l'ai deviné. C'est-à-dire que j'ai lu le prologue, j'ai dit d'accord, il va se passer ça, ça et ça. Et c'est ce qui s'est passé. Forcément, ça a une influence sur mon appréciation de l'histoire. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que il y a de l'écriture inclusive parce qu'on a justement des personnages non binaires et que l'auteur elle-même, lui-même est non binaire. Et donc, on a de l'écriture inclusive. Pas tout le roman, c'est seulement quand ce personnage-là est présent, sauf que bon, le personnage est quand même très souvent présent, donc on a quand même très régulièrement l'écriture inclusive. Je suis pas contre ceux qui l'utilisent, mais personnellement, j'accroche pas avec ça et c'est pas quelque chose que j'utilise. L'écriture inclusive, j'y adhère pas, honnêtement. Et c'était littéralement le premier roman que j'ai lu avec l'écriture inclusive, donc je n'ai pas trop aimé. Ça m'a un peu parfois déconnecté de l'histoire. C'est vrai qu'il y avait des termes, parfois, je suis désolée, mais quand, par exemple, au début, il y avait écrit l'IA, L-I-A, je comprenais pas que ça voulait dire le ou la. Je suis désolée, parce que je connais quasiment rien à l'écriture inclusive, et donc il y avait des termes, parfois, il m'a fallu plusieurs pages avant de comprendre ce que ça voulait dire. Ça, je préfère vous prévenir quand même, parce que je trouve que très peu de personnes aussi en parlent quand ils font notamment sur les chroniques. Peu de personnes mentionnent le fait qu'il y ait de l'écriture inclusive, alors peut-être que c'est parce que, je sais pas, ils ont peur que si d'un seul coup tu commences à dire qu'il y a de l'écriture inclusive, ça veut dire que tu détestes ça, que t'es un extrémiste ou je ne sais quoi, mais je trouve ça important quand même de prévenir parce que au-delà d'être extrémiste ou pas, on s'en fout, c'est juste, c'est une question de sensibilité. L'écriture inclusive, ça plaît ou ça plaît pas. Personnellement, quand on m'a proposé le service de presse, puisque c'est la maison d'édition qui m'avait contacté, il m'avait pas prévenu qu'il y avait de l'écriture inclusive, ce n'était pas écrit sur la 4e de couverture, donc je ne savais pas. Au moins vous êtes au courant. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qui m'ont dérangée, c'est-à-dire que je pense la promotion autour du roman était un peu fausse, dans le sens où on nous dit que c'est un peu inspiré, enfin dans le sens où ça fait penser à Stranger Things ou Hunger Games. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Le côté Hunger Games avec le tournoi, je suis désolée, c'est vite fait du spoil, mais le tournoi, en fait, ça dure 2 pages. Enfin, il y a rien, il y a pas de tournoi en réalité. C'est vraiment pas ça du tout l'intrigue. Donc, oubliez cette idée-là. Si vous voulez lire un truc en mode Hunger Games, vous allez être déçus. Stranger Things, pareil, c'est très très vite fait, hein, vite fait plus plus. Donc, c'est pour ça que je me dis, en soi, l'histoire, le scénario, bon, il y a des choses, je trouve ça un peu trop simple ou autre, mais en soi, ça se lit. L'univers, très intéressant pour le coup. On a un univers créé de A à Z par l'auteur, voilà, les différents peuples, les monstres, la magie, etc. Très intéressant. Mais
J'ai pas accroché avec la plume que je trouvais malheureusement un peu trop simple. Pas assez imagé pour le coup, c'est-à-dire que vraiment on nous disait les émotions. En fait, c'était trop. Je te raconte ce que les gens pensent, je te dis les émotions. Mais donc j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé certains. Voilà, le scénario malheureusement, bah je l'avais deviné, donc un peu trop peut-être. Comment dire, cliché, pas assez original. On continue avec la troisième lecture du mois, et alors là, on change totalement de décor, et puis surtout, on change d'appréciation, puisque c'est un coup de cœur. Félicity Hadcock, le dernier tome, le tome 6, Les Anges Bois Rouges. J'ai adoré. Le tome 5, rappelez-vous, j'étais un peu dubitative. Là, le tome 6, je me suis régalée. De l'action, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès le départ. Vraiment, le tome 6 avait besoin d'être là. Beaucoup de développement, des nouvelles créatures qui apparaissent. On a les zombies et j'ai adoré les zombies, ils sont trop trop drôles, vraiment super chouettes. Je vais pas trop rentrer dans les détails, surtout que je vais vous parler de Félicity Hadcock dans d'autres vidéos, etc. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai adoré. J'ai été très triste à certains moments parce que l'auteur clairement nous maltraite. Hein. Sophie Jumin est très méchante dans ce tome, mais j'ai adoré. La fin est superbe parce que il y a une ouverture et j'aime bien en fait quand il y a des ouvertures. On ne dit pas juste hey, ils vécurent heureux à jamais. Point. Là c'est ouais ils sont heureux mais ça sent les problèmes. Les problèmes vont quand même arriver et ça se termine sur ça. Et j'aime bien en fait quand c'est comme ça. J'aime bien surtout que ça me paraît en fait cette fin me paraît très très cohérente donc j'y adhère totalement. Et mais je suis donc très triste d'avoir arrêté cette saga parce que elle est incroyable. Bref, c'est pour ça que je vais faire une vidéo recommandation parce que lisez Félicity Hadcock. Alors, enfin, j'y lisais, mais si vous n'aimez pas certains aspects dont je parlerai dans la vidéo, ne lisez pas. Mais si vous aimez bien quand il y a un peu de romance, que bon, il y a parfois un peu de trucs vite fait, olé, mais vite fait, attention. Que vous aimez bien les créatures surnaturelles, les anges, les démons, les vampires, et ci et ça. Que vous aimez l'humour, les trucs un peu pas feel good, mais en tout cas qui a un ton léger, faut foncer, voilà. On continue avec une lecture qui n'était pas prévue. J'avais été sélectionnée pour la masse critique de Babelio. Et donc j'ai reçu, et je devais donc lire et chroniquer dans le mois qui suivait, Un coup au cœur d'Emmanuel de Boisson aux éditions Calmant Lévy. Et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas trop rentrer dans les détails non plus parce que pour le coup, j'ai fait une vidéo exprès, donc un book review, ça revient un peu sur ce roman-là où j'en parlerai donc plus en détail. Je vous lirai notamment quelques petits extraits, donc je vais pas trop détailler, mais j'ai beaucoup aimé. Tout simplement, c'est un témoignage en fait. L'auteur nous raconte son arrêt cardiaque qui a duré 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, plus rien. Ou pas. Parce que justement, elle a vécu des choses. Elle a été dans une sorte d'au-delà. Après ça dépend des croyances de chacun et chacune. Mais il s'est passé quelque chose. Donc elle nous en parle dans ce roman. Elle raconte ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti pendant cet arrêt cardiaque. Mais elle raconte aussi après tout son parcours quand elle était dans le coma, après quand elle s'est réveillée, sa rééducation, et puis le après, maintenant. Donc quel est son état d'esprit, quelle est sa vision des choses. Et en fait, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé parce que ça fait énormément réfléchir sur pas mal d'aspects et en même temps, c'est extrêmement intéressant d'en apprendre un peu plus sur ces expériences de mort imminente que certaines personnes ont pu vivre. Moi, je pense pas que les gens inventent quand même. Je pense que s'ils disent qu'ils ont vécu un truc, c'est qu'ils l'ont vécu, ils n'imaginent pas. Alors peut-être que c'était que dans leur tête, certes, mais il y a eu quelque chose en tout cas qui s'est passé, que ce soit dans la tête ou réellement ils ont été ailleurs. Voilà, il y a une expérience qui a été vécue et qui est racontée et ça me fascine en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je vous invite vraiment vivement à aller voir ma vidéo book review sur ça, qui normalement, si je dis pas de bêtises, sortira le 14 janvier. Ensuite, on continue avec une lecture commune que j'ai adorée. Donc un deuxième coup de cœur. Ça vous dit quelque chose? Je vous avais parlé du tome 1 il y a quelques mois. Et bien là, on est sur le tome 2 qui s'intitule Poirot et Châtiment, donc écrit par Ekelfreux et publié aux éditions Nombre 7. C'est un polar, mais un polar un peu particulier. Encore que ce tome 2, pour le coup, ressemble vraiment à un polar. Le tome 1, on pouvait parfois se dire, mais en quoi c'est un polar? Parce que c'est tellement drôle, malgré les crimes qu'il y a et l'enquête policière qu'il y a, qu'on se dit, mais c'est pas un polar. Là, on est beaucoup plus dans le polar. C'est beaucoup plus sombre.
Même si en même temps, il y a des passages très positifs, hein, quand on voit notamment comment dire, l'évolution de certains personnages, par exemple Christophe ou son frère François-Xavier, on se dit, ah, il y a du bon quand même là-dedans, et puis on sourit, enfin, voilà. Mais ça va de plus en plus loin, c'est très crescendo, et la fin du tome 2 annonce clairement la couleur pour le tome 3, et j'ai tellement hâte, parce que je sens que le tome 3 va vraiment ressembler encore plus à mon type de lecture, parce qu'on va avoir beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus de psychologie, dans le sens où on va apprendre plein de choses sur, alors ça dépend, Sam, Bob ou Bill, en tout cas le tueur, sa façon de penser, enfin, et donc ça, j'aime beaucoup cet aspect-là, et tout l'aspect aussi judiciaire, ça va être dans le tome 3, donc j'ai très très hâte, mais le tome 2, pépitas, il est beaucoup plus long que le tome 1, il fait, enfin, je sais plus combien de pages il y a de plus, mais en tout cas, il est déjà plus long, et puis les pages en elles-mêmes sont beaucoup plus condensées, vraiment, on a un texte écrit en beaucoup plus petit, avec des marges beaucoup plus étroites, donc vraiment, à lire, il dure plus longtemps déjà que le tome 1, mais quel plaisir. Parce que là, on sent que vraiment l'auteur, en fait, a vraiment, comment dire, s'est imprégné de l'histoire, des personnages, et donc aussi d'un certain style, en fait. Et, euh, et on le sent vraiment à l'aise, et on sent que là, il se lâche, quoi. Il y va, et c'est pour ça aussi qu'on a des développements beaucoup plus aboutis, que ce soit sur les personnalités des personnages, ou même l'histoire en elle-même, le scénario, comment amener certains éléments, comment certains aussi événements se déroulent, le déroulement, tout ça. Enfin, vraiment, on monte en qualité encore plus. Déjà que le tome 1, j'avais adoré, mais le tome 2, c'est encore mieux, quoi. Mais en tout cas, par rapport au tome 1, il n'y a pas de redite, il n'y a pas de redondance. On pourrait croire, mais en fait, non, très vite, on se rend compte que pas du tout. Ça prend une autre trajectoire, et on a des nouveaux personnages qui arrivent, des nouvelles intrigues, des nouveaux crimes qui sont complètement farfelus, avec toujours le cheminement de pensée très paranoïaque, irrationnel et perché, donc de Bob. Mais enfin, j'ai adoré, j'ai adoré. Je pourrais vous en parler dans une vidéo entière, honnêtement, mais comme j'ai pas du tout le temps, vraiment, là pour le coup, avec tout ce que j'ai à faire à côté, je peux pas trop me permettre de faire trop de vidéos. Mais vraiment, faut que vous lisez-le. Mais vraiment, je vous dis, l'ambiance change énormément. Vraiment, là, on sent que l'étau se resserre autour de Bob. Vraiment. Le rythme s'accélère, et en fait, on est en apnée. Vraiment, surtout à partir du milieu du roman à peu près. Parce que là, on sent que il y a un enjeu énormissime qui est en train de se jouer, et que on sait pas ce qui va se passer. Et honnêtement, j'ai pas du tout deviné la fin. Vraiment pas. J'avais plein de suppositions, et ça n'a été aucune d'entre elles. Mais vraiment, à chaque chapitre, à chaque fois, il y a un nouveau truc ou un avancement, et on se dit, oh punaise, qu'est-ce qui va se passer après? Et on s'inquiète, notamment pour certains personnages. On a peur pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Et vraiment, en fait, ça nous tient en haleine. Et vraiment, je me dis, le rythme accélère énormément. Et on a vraiment un rythme haletant, avec beaucoup de tension, beaucoup de suspense. Et vraiment, là, on est dans le polar, quoi. Beaucoup plus que dans le tome 1 encore. Et on va terminer avec le dernier roman, la dernière lecture du mois, qui était très particulière, puisque j'ai lu, et c'était à nouveau, enfin une fois de plus, pas du tout prévu que je lise ce roman, mais écoutez, il me restait quelques jours avant la fin du mois, je me suis dit, allez, on va tenter, et j'ai réussi à le lire en entier. Mais j'ai lu J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian aux éditions Le Livre de Poche. Et waouh, waouh, enfin, je savais que ça allait être cru, mais je m'attendais pas à ça. Alors, je sais pas si je peux dire que j'ai aimé le roman. C'est très particulier dans le sens où il y a des choses qui m'ont plu, et il y a des choses qui m'ont énormément dérangé, beaucoup trop. Ce roman déjà n'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Par exemple, si vous avez subi des agressions sexuelles, je vous le déconseille, parce que malheureusement, les femmes dans ce roman se font détruire. Les agressions qu'il y a, les abus, bon, il y a de la pédophilie, hein, clairement, je suis désolée, mais quand on a 26 ans, il me semble que le narrateur a 26 ans, qu'on couche avec des gamines de 15 ans, c'est de la pédophilie pour moi, à mes yeux. Hein. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de manipulation, bref. Et puis, il y a des gamines encore plus jeunes que ça parfois, donc pour vous dire. Mais voilà, en fait, c'est ce qui est particulier avec ce roman, c'est que pour vraiment comprendre le roman, le but du roman, l'enjeu, il faut réussir, et c'est ça qui est très dur, à passer outre tous ces aspects-là qui sont très dérangeants et qui vont à l'encontre de la morale. Hein. Parce que le roman, en fait, au-delà de voilà, cet homme qui détruit, qui abuse de femmes, etc.,
C'est un homme qui, en fait, subit la ségrégation raciale aux États-Unis parce qu'il est noir, mais en réalité, sa couleur de peau est blanche et en fait, il est métis. On ne le voit pas qu'il est noir, mais en réalité, il a du sang de noir en lui et ses frères sont noirs et son petit frère noir s'est fait assassiner par des blancs. Et donc, c'est l'histoire de cet homme qui veut se venger, en fait, qui a une colère, une haine en lui, euh, qui est impossible, en fait, à éteindre ou à calmer, et qui, en fait, n'a pas d'autre choix que de juste se venger et vouloir détruire et faire du mal aux Blancs, en gros. Et donc, on suit le parcours de cet homme qui met en place des stratégies pour voilà, se venger suite à l'horreur qu'a subi son petit frère et donc forcément lui et sa famille. Et en fait, pour moi, c'est un peu l'histoire de comment l'horreur engendre l'horreur, tout simplement. Le cercle vicieux. Et bien sûr, le but, c'est de dénoncer la ségrégation, le traitement des Noirs, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même très, très dur à passer outre les scènes horribles qu'on a dans le roman, très dérangeantes, pour voilà, se dire oui, mais le but même de l'auteur, c'est de parler de ça, c'est ça le sujet. Parce que tout le long, c'est que ça, quoi. Tout le long, il y a du sexe. Et alors là, il y a les détails. Et le problème, c'est que c'est du sexe, mais c'est du sexe sur des gamines, quoi. Et parfois, il y a des viols. Donc, c'est très, très, très dérangeant. Ça met mal à l'aise. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est particulier. Je sais que des personnes ont pas pu le lire. Ils ont commencé et puis ils ont arrêté. D'autres n'ont pas du tout aimé. Parce que c'est une question de, clairement, avec ce genre de roman très particulier, la sensibilité aura forcément un impact très 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 important pour le jugement du roman. Je sais qu'en tout cas, j'ai quand même envie de lire d'autres œuvres de l'auteur parce qu'il paraît qu'il y a d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec ça. On m'a dit par exemple L'écume des jours, c'est quand même vachement différent. Comme vous l'aurez vu en plus dans le book haul du mois de janvier, oui. Bah, je l'ai acheté, donc à voir. Justement, je pense qu'il faut que je lise d'autres œuvres de l'auteur pour pouvoir un peu comparer et me faire une opinion ou pas sur l'auteur. Mais clairement, oui, c'est très perturbant, c'est très très dérangeant. C'est donc la fin de ce bilan de lecture. J'espère que ce sera pas trop long. J'espère que vous aurez tenu le coup. Si vous êtes à ce stade-là de la vidéo, en tout cas, félicitations. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir suite à mes lectures, si certaines vous les avez lues ou non, si certaines vous ont plu, pas plu, pourquoi, hein, ou au contraire si certaines vous tentent. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.